Voilà, de retour pour cette troisième partie, toujours avec Ludo, Arcana, pour ces mythes historiques, voilà, toutes ces questions qui se taraudent. Et puis on est dans une époque très particulière, ce qu'on se disait un peu en off, où on découvre quand même, on remet beaucoup de choses en question en histoire. Alors ça plaît pas à certains, il faut bien le dire, hein, les académiciens n'aiment pas beaucoup. Les gens n'aiment pas le changement. On est dans une période de remise en question, de toute façon, mais sur tout domaine, en sciences, histoire, etc. Et l'histoire, c'est la base de ce qu'on est aujourd'hui. C'est notre présent. On est ce qu'on est par notre expérience, donc notre passé. Et ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est on fait que les gens n'aiment plus leur histoire. Ils ne se sentent plus fiers de leur histoire. Il ne faut surtout pas qu'ils le soient. Mon Dieu, c'était tellement horrible avant. C'était des barbares. Dans l'Empire romain, barbare, ça veut dire étranger. Ça veut pas dire je coupe ma viande et je la mets sur le cheval. Ça veut juste dire étranger. C'est une déformation. Et on a envie de nous montrer l'histoire comme un ramassis d'horreurs. C'est vrai, il y en a plein, mais il y a aussi des belles choses. L'histoire est faite de plein de merveilles, de plein de mythes, de légendes, de romances, tout un tas de trucs. Et de mensonges. Et justement, cette histoire actuelle, oui, voilà, cette histoire actuelle qui est, tu sais, aujourd'hui, l'histoire est très attaquée dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Oui, c'est pour ça que les gens comme moi existent. Parce que moi, je ne suis pas du tout historien de métier, mais néanmoins, les jeunes se rendent bien compte qu'on ne leur raconte plus l'histoire. Ils ont envie d'entendre la belle histoire, ils ont envie de savoir comment vivaient les rois, ils ont envie de savoir pourquoi François Ier a gagné Marignan en 1515, ils ont envie de savoir l'histoire de Jeanne d'Arc, ils ont envie de savoir comment Napoléon a conquis la moitié de l'Europe. Ils n'ont pas envie de savoir si Napoléon III signait 3 documents par jour ou avait 15 ministres ou 12. Non, ça n'intéresse pas les enfants, ça. Ça intéresse les historiens de métier qui ne veulent surtout pas que les autres en fassent l'histoire. Mais aussi, justement, est-ce qu'en France, c'est pas un peu particulier parce que on sent bien qu'il y a de grosses attaques, voilà, de ce côté-là, et qu'il y a une volonté politique... de la dissimuler. Oui, dissimuler, et même d'évincer certains passages de notre histoire. On sait que Louis XIV, Napoléon, etc. sont sortis des livres d'histoire. Oui, mais ça va dans l'air du temps. Aujourd'hui, il y a tellement de haine, de communautarisme, donc il ne faut pas vexer les musulmans, donc on va parler de l'islam. Il ne faut pas vexer... Ah bah on vexe plus personne, quand il on faut vexer chez personne. Soi, et puis on s'enferme. Par contre, on peut tout à fait vexer les royalistes, par exemple. Les royalistes, ça, on peut les vexer, de toute façon, ils sont en minorité absolue. Donc pas de problème, on peut les vexer. On peut vexer les partisans des Templiers, on s'en fiche. On peut vexer les fans du Moyen-Âge. Ça, on peut, c'est pas dérangeant. Aujourd'hui, on va étudier l'islam, notamment pour ne pas choquer les cultures, parce qu'on va pas raconter Charles Martel, ça passe pas aujourd'hui. Donc on évite, on zappe. On zappe, ouais, d'accord. Tout simplement. On sélectionne. L'histoire, c'est un outil de propagande. On nous enseigne ce qui va faire de nous un bon être humain mouton lambda dans la société. Si tu poses des questions, pas bien, soit tu rentres dans le moutonnage, soit tu sors et tu deviens un parasite révisionniste ou bien pire. D'accord, parce que l'histoire qu'on nous présente un petit peu, on va dire, aujourd'hui, pour ce qui est de l'histoire de France, bien sûr, c'est une histoire un peu, on va dire, romancée, au sens où il y a la jolie République, c'est une histoire placide et républicaine. Fade et républicaine. Les rois, c'est mal. Voilà. La République, c'est bien. C'est bien, voilà. Le Moyen-Âge, c'est mal. Les Lumières, c'est bien. L'Islam, c'est moyen bien. Et l'Empire romain, c'est très bien. Parce que c'est notre civilisation base. Etc., etc. Sur plein de choses, il y a bien, pas bien, moyen. Et on fait avec tout ça. Et c'est dommage, parce que l'histoire, elle est ce qu'elle est. C'est comme ça. Nous autres Gaulois, peuple barbare de la France, c'est très intéressant. Ça n'intéresse pas du tout les historiens. Ils s'en fichent. On n'en sait pas. On nous raconte... On a perdu Alésia, de toute façon, sous-entendu, on était barbares. Heureusement, Jules César est venu nous civiliser. Voilà, heureusement. Très bien. Alors, on me dit, que pensez-vous des gens, on ne va pas les nommer, qui disent que les Égyptiens étaient noirs de peau. Alors, en fait, que les historiens ont essayé d'effacer ça. Oui, et c'est très vrai, en fait. Pour avoir été en Égypte en 2011, juste avant la guerre civile d'ailleurs, les Égyptiens, alors bon, migration de population, ils viennent principalement d'Arabie, sont donc de souche arabe. Puis ensuite, il y a les Nubiens au sud, qui sont noirs. Déjà, les Nubiens étaient là avant, donc ils étaient probablement beaucoup plus noirs qu'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ça fait moitié-moitié. Donc oui, je pense que les Égyptiens étaient beaucoup plus noirs de peau, peut-être
plus, moins, ça n'a aucune importance. Mais oui, la civilisation nubienne a construit énormément de pyramides et de grands bâtiments d'ailleurs, qu'on n'étudie jamais parce que ça n'intéresse personne, et c'est dommage. Mais comme la civilisation vraiment, éthiopienne, c'est très peu grand connu. royaume Parce d'Afrique. que les Éthiopiens, eux, dans leur histoire, ils disent que l'Égypte est une colonie éthiopienne. Ah oui, mais pas forcément. Il y avait une guerre entre l'Égypte et la Nubie déjà, et les Égyptiens n'ont pas toujours gagné. L'Éthiopie, pareil, était en guerre à de nombreuses périodes avec l'Égypte. La Somalie même était en guerre avec l'Égypte, le pays de Punt, comme on l'appelait. Donc il n'y a pas eu que l'Égypte en Afrique, loin de là. Les mythes de la reine de Saba, notamment, qui aurait régné sur la moitié de l'Afrique, c'est des légendes. Mais quelle est la part de vérité? Il y a eu un enfant avec le roi Salomon. Oui, pour la légende notamment, Pour ce la qui aurait légende importé ménélique, le christianisme voilà. plus tard. Ce qui fait qu'il y a des juifs noirs. D'ailleurs, il y a une chose, je vous mets en avant, elle est rigolote celle-là. Donc la reine de Saba est soi-disant la personne qui a amené la religion monothéisme en Afrique. Sauf que Salomon, qui était chrétien, ah non, c'était avant. C'était avant. Il n'y a pas de religion juive en Afrique à cette époque. Sauf les Fédachas d'Éthiopie. Ah, vous ne connaissez pas. Ah, si les Fédachas d'Éthiopie Eh bien sont voilà, juifs. je vous rappelle, ça. Il reste Donc une comme trace, quoi, voilà, il reste une trace. Il y a quand même peut-être une la trace. reine de Saba. Voilà. Il reste une trace, et en Éthiopie, c'est marrant. On me dit, êtes-vous au courant de fouilles archéologiques où les archéologues en question ont trouvé des squelettes radioactifs? Oui, Expliquez notamment le site de Mohenjo-Daro, j'avais cru qu'il y avait soi-disant des squelettes radioactifs là-bas. Ouais, on a retrouvé des pierres vitrifiées aussi, c'est ça, plusieurs choses. Des choses qui ressemblent à des explosions nucléaires. Ouais, j'ai entendu parler de squelettes radioactifs, mais alors je ne pourrais plus dire l'endroit, c'est un ami qui m'en a parlé. Il y a je crois que c'est en Afrique du Sud, une sorte de grotte où il y a ce qu'on appelle, vous m'excuserez mes mots, une sorte de réacteur nucléaire naturel, un endroit qui produit de l'énergie de la radioactivité très forte. Alors, encore une fois à vérifier, hein, mais oui, pourquoi pas. Après, peut-être des bombes anciennes. Comme c'est décrit dans le Mahabharata. Comme Jacques Grimaud qui avait dit qu'il savait comment construire. Ouais. Des bombes anciennes. Dans le Mahabharata, il parle de bombes nucléaires, mais, de dieux qui un s'envoient plus récent qui en machins. a parlé, c'est Albert Einstein. Alors déjà, Robert Oppenheimer et Albert Einstein, concepteurs de la bombe atomique, surtout Oppenheimer. Oppenheimer, lors de la conférence de presse de Los Alamos, c'est-à-dire la première bombe atomique Trinity avant celle d'Hiroshima et Nagasaki, en conférence de presse, une bombe atomique, etc. Est-ce que c'est la première? Il a dit oui à cette époque. Alors, ça peut être de l'humour, peut-être, mais en tout cas, Albert Einstein a toujours dit que le sable du désert du Sahara, vu les grains de verre et vitrifiés dedans, ça ne pouvait pas être fait naturellement. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? On va découvrir beaucoup de choses, j'espère. Alors, on me dit, vous prétendez qu'il n'y avait pas de religion d'État sous l'Empire romain. Pourquoi le culte de César? Alors, César n'est pas un culte. Déjà, l'empereur a été pseudo-divinisé, mais ce n'est pas sous César, c'est sur Adrien. Oui, si je dis pas de bêtises. César, c'est plus un modèle, c'est plus proche du héros que du dieu, même, c'est très proche à cette époque. Le titre de César est le titre qu'on donnait à tous les empereurs, par filiation, pour se revendiquer de César. D'ailleurs, César n'a jamais été empereur romain. Le premier empereur romain, c'est Auguste, Octave Auguste. Et c'était un titre. Tous les Césars se sont appelés César, enfin tous les empereurs se sont appelés César, mais pas uniquement. Les tsars de Russie, ouais. Ça vient de César. Le Kaiser en Allemagne, ça vient de César. Aussi, voilà. D'où certains qui font la filiation en disant que tout ça est inventé par les Russes. Ah mais de toute façon, l'Empire romain ne s'est jamais arrêté totalement. Il a toujours cherché à continuer d'une forme ou d'une autre. Tout d'abord par Charlemagne, conquête franque, etc. Charlemagne recrée l'Empire romain. Empereur, ça veut dire Rome, de toute façon. C'est toujours lié à Rome. Donc Charlemagne tente de recréer l'Empire romain. Ensuite, ça se sépare, mais il y a toujours l'Empire romain germanique qui va durer jusqu'à... L'Empire germanique, jusqu'à... Ça va durer, c'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Ouais, Napoléon a recréé... Jusqu'à Napoléon, oui, c'est ça. Napoléon a voulu recréer l'Empire romain avec lui comme empereur, toujours pareil. Hitler a voulu recréer l'Empire romain avec le Troisième Reich, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, c'est les Américains qui veulent le faire, mais de l'autre côté, ça marche pareil. C'est vrai. Alors, on me dit... bonsoir messieurs, selon certains historiens, la figure de Jésus est une construction. Paul et la première génération de chrétiens ont utilisé la Septante, qui est une version de la Bible hébraïque en langue grecque, en y ajoutant des rituels païens et un Dieu sauveur, afin de rivaliser avec ceux des Égyptiens, des Perses, des Grecs et des Romains. Quel est votre avis à ce Paul de sujet? Tarse, si je dis pas de bêtises, ça doit être lui. Oui, de toute façon, la mythologie, enfin la religion chrétienne est plutôt pauvre à l'origine. Elle a une idée base intéressante et elle s'est nourrie de par laquelle elle est passée. Et elle a eu l'intelligence de se nourrir en se servant de ce qu'il y avait sur place.
Donc je suis totalement d'accord avec, Avec ces mythes, d'accord. avec ça. C'est vrai que ça a été absorbé, quoi. Ah oui, Voilà. clairement. Alors, on me dit, mais quelles sont les sources de l'invité pour affirmer tout ce qu'il dit? Ah bah alors, les sources sont variables, ça dépend de quel sujet de quel sujet. Pour l'histoire, je travaille beaucoup sur les travaux de Graham Hancock, que j'ai cité tout à l'heure, Thor Heyerdahl. J'ai consulté aussi des choses plus classiques, hein, du Marion Sigaud, du Franck Ferrand, pour les citer tous, mais beaucoup de livres d'auteurs historiens pour la plupart, mais également de gens qui contestent, parce que sinon on a une idée empirique. Donc oui, les sources sont variables au niveau de l'histoire. Au niveau mythologique, bah, c'est beaucoup plus complexe, déjà par les textes et les légendes elles-mêmes, et puis certains auteurs qui ont écrit sur les religions, mais c'est plus de la mise en commun après, c'est pas... Alors, on me dit, monsieur, comment expliquer la carte de Piri Reis, la fameuse carte des cartographies ottomanes, qui dévoile la côte antarctique, qui ne devait pas avoir été découverte à l'époque, et qui la découvre sans neige, avec effectivement le tracé des rivières, qui visiblement correspond. Oui. Alors, la carte de Piri Reis fait partie de ces artefacts dits anomalies. Donc, l'amiral Piri Reis, lui-même, fait cette carte. Mais il ne se cache pas de reprendre des cartes plus anciennes pour la composer. Donc, surtout que, historiquement, moi, ce que j'apprends, c'est que c'est un marin qui est pris par les Ottomans, un marin espagnol, voilà, qui est capturé, puis qui va livrer la carte, etc., pour sa vie. Quoi, mais c'est surtout que c'est un marin ottoman. Et clairement, pourquoi il n'a jamais été là-bas, dans l'absolu. Donc, il dit clairement qu'il a ces cartes composées à partir de cartes plus anciennes. Pourquoi pas? Certains ont dit que ces cartes dataient du temps d'Alexandre le Grand, puisque vous savez qu'il y a la fameuse flotte perdue d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a perdu une bonne trentaine de navires, et on ne sait absolument pas où ils sont. Plein de théories, certains disent qu'ils sont partis en Amérique, certains disent qu'ils sont partis en Chine, difficile à dire. En tout cas, une théorie dit que les cartes viendraient de la flotte d'Alexandre. Une autre théorie dit que c'est des compilations de restes de savoirs plus anciens, toujours notre civilisation mère, égyptienne ou autre, pour son origine. Mais après, aucune certitude, pareil. On a essayé de dater l'encre, mais je n'ai jamais vu les résultats, en tout cas. Alors, on me dit on a récemment retrouvé les plans de la cathédrale de Strasbourg datant du XIIe siècle. Ah super, moi je veux les voir. D'accord, il y a le lien. Ah bah super, on ira voir. Voilà, sur France TV. Ah mais super, super. Alors, le pape Benoît XVI a réhabilité les Templiers, 700 ans après leur condamnation par le pape Clément V. Que pensez-vous de cet acte? Est-il en désaccord avec l'idée que vous faites des Templiers et du pape? Alors, bah déjà, je ne fais pas d'idée spécialement des Templiers, parce que... C'est en 2005, il y a deux théories, comme j'ai dit, les Templiers, je ne leur prête pas trop de mythes, si ce n'est ceux qu'on a bien voulu leur donner, en fait, en réalité. Je ne pense pas que les Templiers soient impliqués dans 50 millions d'histoires de complot, comme on peut citer, contrairement peut-être plus au Qatar. Benoît XVI, oui, il a l'air très gentil comme pape, si ce n'est qu'il est le patron de l'Inquisition moderne, enfin, avant. Alors ça ne s'appelle plus l'Inquisition d'ailleurs, ça s'appelle... Oui, le bureau de la congrégation de la foi. Exactement, c'est ça. Mais oui, non, c'est très bien pour les Templiers. De toute façon, tuer des gens, c'est jamais bien, donc oui, pourquoi pas les réhabiliter, je suis d'accord. D'accord. Alors on me dit, bonsoir messieurs, connaissez-vous la route des Incas en espagnol, Caminos del Inca, qui était un immense réseau de routes construites à l'époque de l'Empire Inca. Ce réseau de routes qui couvrait environ 22 500 km traversait les Andes à des altitudes supérieures à 5000 mètres et ouvrait l'accès à un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. Ce réseau routier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors oui, je connais, et ce qui atteste complètement l'idée qu'ils ont un savoir beaucoup plus complexe qui leur a été transmis. Oui, parce que donc un énorme réseau routier comme ça, 22 000 km de route, c'est énorme. Mais c'est pas un cas unique en plus, c'est pas un cas unique. On a des équivalents en Europe, en France et Europe de l'Est. Mais ils n'avaient pas de roue, paraît-il. Bah oui, officiellement, ils ont pas. Enfin, officiellement, officiellement. Moi, je fais que de l'histoire officielle. C'est ça qui est intéressant. Les Incas, les Mayas, les Aztèques n'ont pas la roue. Bon, bah voilà. Pourquoi faire des routes si on n'a pas de roue? Bah c'est ça, j'allais dire, c'est que pour marcher. Faire des grandes routes. Oui, ou alors c'est un peu bizarre. Ou alors voilà, on a trouvé le mystère. Les pierres Olmec, vous savez, les têtes rondes géantes, voilà, on roulait sur les pierres. C'est ça. Parce que non mais c'est vrai que ça fait bizarre de faire des routes quand on n'a pas de roue quoi. Enfin, je sais pas, bah oui, c'est complètement stupide. Après, c'est peut-être des surtout 22 500 km², des monuments de réemploi, c'est certain. De toute façon, imaginons. Nous, on arrive dans un endroit, on vient s'installer, on voit un champ avec une vieille tour, on va construire sa maison. On va se demander ce que c'est cette tour d'abord, on va se poser des questions. Et ensuite de ça, on va construire notre monument en fonction de la tour. Et ben voilà.
Puis visiblement, ils faisaient pas d'élevage non plus. Et on nous dit que... Alors, ils faisaient pas d'élevage, ils n'avaient pas de roues. Ils faisaient pas d'élevage, pas de roues, et pas d'écriture. Je sais même pas s'ils travaillaient pas le fer. Enfin, rien. Par mais contre, ils construisaient des routes. Avant qu'on atteste l'existence d'une civilisation américaine avancée, on pensait que c'était les Égyptiens ou les Chinois qui étaient venus en Amérique. Et ça, c'était au début 1900. Comme quoi, à l'époque, on pouvait parler de tout. Bon, ça s'est avéré faux. Enfin, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas été. En tout cas, il y avait bien une civilisation. Mais à l'époque, on pouvait parler d'histoire. D'accord. Alors, on me dit, que pensez-vous de la pseudo-découverte de l'Arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie? Non, je suis pas au courant. J'ai vu des gens qui cherchaient. C'est un truc qu'on appelle, on nous dit que c'est l'Arche. Alors, le mont Ararat, on rappelle, il est à la frontière turque, Iran, Azerbaïdjan, je crois. Pas oublier non plus, même si pas envie de vexer, mais c'est raconté dans un texte religieux, donc c'est une allégorie. L'arche, ça veut dire le lieu du salut, c'est l'endroit de protection, c'est pas forcément un bateau, c'est un endroit de sécurité, ou une destination, ça peut être beaucoup de choses. Ça pourrait être une base souterraine. C'est ça. Par exemple, ça rejoint le mythe d'Agartha, la Terre creuse par exemple. La Terre creuse, ça aussi, on n'en a pas parlé. Ce soir, on est sur l'Everest, on peut aller. La Terre creuse, Amiral Byrd et tout, ça te parle, alors, je ne crois pas à la théorie de la Terre creuse au sens d'une grande civilisation qui vit sous terre. En revanche, qu'il y ait des cavités, des villes souterraines, oui, pourquoi pas. Quand on voit, si on fait un peu de spéléologie et qu'on se promène sous terre, on se rend compte qu'il y a des choses merveilleuses. Il y a des anomalies. Alors, je me suis informé là-dessus, c'est vrai que c'est assez bizarre. L'Amiral Byrd l'avait décrit, mais il y a des observations qui ont été faites donc d'animaux en fait qui vivent hors zone, dans des zones chaudes, qu'on a repérées. D'ailleurs, il y a une image très saisissante, très très connue, c'est les mecs qui vont au pôle Nord qui filment, et puis ils sont en train de se filmer, genre on est au pôle Nord et tout, ils mettent le drapeau, et puis là il y a un putain d'oiseau, alors je sais plus c'est quoi, je me rappelle plus, c'est une mouette ou je sais plus quoi, enfin un oiseau en tout cas qui a rien à faire là, hop, qui se pose juste derrière lui. C'est vrai que c'est complètement hallucinant, parce que l'oiseau, c'est pas un oiseau qui vit sous ce genre de latitude et tout. Mais c'est comme le mythe du Yeti au Tibet. Moi, j'ai jamais vu de Yeti personnellement, mais eux, ils rigolent pas avec ça. Ils pensent que c'est vrai. Et sérieusement, pourquoi moi, j'ai pas été voir, peut-être. L'Amiral Byrd en Antarctique. Alors, Amiral Byrd en Antarctique. Opération High Jump, si je me trompe pas. C'est ça. Il part en Antarctique avec plein de navires, il revient avec un petit peu moins, des blessés et tout un tas d'histoires fascinantes. Mais c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est pourquoi ils y ont été. Ils y ont été parce qu'ils ont récupéré, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les documents, les archives de l'Ahnenerbe, la société allemande d'archéologie, qui s'appelait l'histoire des ancêtres, si je dis pas de bêtises. Récupérant les documents, ils décident tout de suite, ils lancent une expédition en Antarctique. Ça devait être important. Les nazis, avec l'Ahnenerbe, ont fait beaucoup de recherches archéologiques. Alors, on va pas parler de la guerre, on va juste parler de science. Hitler avait lancé énormément d'expéditions archéologiques. En Himalaya. Pas spécialement Hitler, en fait. Pas spécialement Hitler, plus similaire. Mais en tout cas, scientifiquement, il y avait des scientifiques de haut niveau néanmoins, et ils ont fait beaucoup de recherches archéologiques. Ils ont fait des expéditions au Tibet, en Antarctique en 1938. C'est des traces de cette expédition-là que l'Amiral Byrd, on va envoyer l'opération High Jump plus tard, quelques années après. Les Allemands ont trouvé quelque chose probablement, et ça a intéressé suffisamment les Américains pour envoyer toute une armada. Quoi ? Comment ? On n'a pas de tête. Mais ils reviennent un peu sacrifiés. Ils reviennent avec des choses en moins, ouais. Ils ont abîmé, ils ont décrit, il a décrit des avions, enfin des objets. Oui, il a dit qu'il faudra s'attendre à une voilà, c'est guerre, ça. etc. Dans quelle mesure on mêle fantastique et réalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose en Antarctique qu'on ne veut pas qu'on voit. D'ailleurs, depuis, il y a un traité de l'Antarctique qui a interdit. Alors, il y a 37 pays, 37 armées en fait, qui sillonnent l'Antarctique. Qui empêche tout bateau de s'approcher. De toute façon, c'est clair et net. On ne veut pas qu'on y aille. On veut pas c'est marrant. aille. Alors, ce que je trouve un peu marrant dans le traité de l'Antarctique, c'est qu'on nous explique on a mis ce traité pour préserver l'environnement. Oui. Ça sonne comme une blague, vu comment on traite le reste de la planète. Mais bon, on tourne encore. C'est-à-dire là où il n'y a personne, on respecte, mais alors. On tourne encore au pétrole. Il y a des villes de 3 millions d'habitants, on s'en fout. Bah oui, non, c'est ça. L'Antarctique, ça, c'est des excuses comme tout. Donc, c'est n'importe quoi. Il se pourrait qu'il y ait des traces d'une civilisation. Bah ouais, il se pourrait qu'il y ait des traces. Bah, si on prend, alors là, je me lance dans des théories, mais si l'équateur penché de Jacques Grimaud est vrai, qu'on déplace le son magnétique, l'Antarctique n'est pas gelé. Donc l'Antarctique est viable. Donc de ce fait, il peut y avoir une civilisation. Ça coïnciderait avec Mu, avec l'Atlantique. En plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est en bas, si on ne prend pas la Terre que plane, bien sûr, elle correspond aussi bien à l'océan Pacifique qu'Antarctique. Donc ça colle avec l'Atlantique, ça colle avec Mu, ça colle avec la civilisation perdue de l'Indus. Enfin, tout colle. Alors, Mais ceci dit, des villes perdues, il y en a un paquet.
Alors, on me dit, j'aurais 2 questions. Oui. Lui, déjà, il abuse un peu. Alors, il me dit, comment peut-on expliquer l'apparition des religions monothéistes? Pourquoi celles-ci sont apparues? Déjà, ça fait plus de 2 questions. Quels ont été les besoins à l'origine de celle-ci? Ça fait 3. Et deuxième question, alors déjà, il t'en met une, il m'en met 3. Et après la deuxième, il y en a 3 aussi. Quelles sont les origines du New Age? Est-ce que si... Alors, on va essayer de répondre juste aux premières. Comment peut-on expliquer l'apparition des religions monothéistes? L'apparition de religions monothéistes, c'est pas fait en un jour. Il y a eu plusieurs essais et plusieurs échecs. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Akhénaton. Akhénaton a tenté de créer un monothéisme. Il a renversé le panthéon égyptien, il a mis Aton, le disque solaire, devant tout le monde. Voilà. Ça a duré le temps de son règne. À sa mort, on a tout effacé. On a l'expérience du judaïsme, qui est un monothéisme. Je dis bien expérience parce que ça deviendra la chrétienté après. Mais on a beaucoup d'expériences partout dans le monde. Alors, à moindre mesure, mais on a des tentatives... Il faut comprendre pour aller plus loin, surtout que, par exemple, en Égypte, en soi, c'est des monothéismes. C'est juste qu'ils vénèrent une seule entité sous des formes variables. Et c'est valable dans toutes les religions polythéistes. C'est juste qu'à un moment, on a arrêté de se compliquer la vie et on l'a simplifié à l'entité globale, parce qu'on a... C'est l'apparition de la philosophie aussi. Ça naît en même temps. On se rend bien compte qu'un dieu qui se balade avec un trident et qui la balance dans l'eau pour faire sortir des grosses bêtes, c'est pas très cohérent. On se rend compte aussi que une nana, Athéna, sortie de la tête de son père, c'est pas très cohérent. Donc du coup, on simplifie au maximum avec un dieu unique, les représentant tous. Et de ce fait, avec son représentant sur Terre, le Saint-Esprit, Dieu, le Fils, et on a notre Trinité qui permet de coller quand même avec le monothéisme, parce que c'est pas du monothéisme, s'ils sont 3. Et voilà, l'apparition du monothéisme, c'est pour moi la fusion entre la philosophie et l'absurdité du polythéisme. D'accord. Et une question intéressante sur le New Age, l'apparition du New Age, eh bien c'est la gnose. Le New Age, c'est ce retour. Alors, le New Age, il peut être polythéiste, il peut être monothéiste. Parce que c'est un peu péjoratif, New Age. On utilise ce terme. New Age, moi, j'ai l'impression, alors, je te dis, mon sentiment profane, c'est que le New Age, à chaque fois, j'entends ce terme-là, de la part des religieux dogmatiques qui veulent qualifier comme ça ceux qui ne croient pas dans, on va dire, les spiritualités admises. On va prendre 3 exemples de New Age très différents. Le premier, c'est la Wicca. La Wicca, c'est une branche du New Age qui se veut moralement se rapprocher des mythes polythéistes anciens, le paganisme, et de cette vision de la sorcellerie, des forces de la nature, de l'animisme. Bon, il y a des gentils, il y a des méchants, c'est comme partout. Pourquoi pas? Donc c'est très polythéiste. Ensuite, on va avoir par exemple les Raéliens, la petite secte de Raël, où il a rencontré les extraterrestres et tout ça. C'est du New Age. C'est du New Age extraterrestre, du New Age scientifique. Et c'est très différent de l'autre. Après, on a le New Age gnostique, qui est le plus connu certainement, où on considère... C'est la spiritualité, c'est le moderne. C'est je médite pour élever mon esprit. C'est le Ramaric, les enfants indigo, ça c'est du New Age. C'est du New Age gnostique. D'accord. Parce que nous, on nous accuse d'être New Age des fois. Alors... Non, il y a des gens New Age qui sont passés, comme le Ramaric que je citais à l'instant. Puis voilà, ils sont tous différents. Voilà. Alors, on nous dit, connaissez-vous Franz Bardon? Et que pensez-vous de la théosophie? Alors, je connais pas Franz Bardon. Si. Ouh là, c'est vrai. Franz Bardon. Oui. Alors, la théosophie, c'est dangereux, la théosophie. C'est dangereux sur le plan que ça a un côté qui est devenu trop politique. L'idée base était bonne. Moi, j'adhère sur les théories de Blavatsky, ce côté de ce grand tout énergétique. On a parlé tout à l'heure du lien énergétique entre les humains. Et ça, c'est vrai. Moi, j'y crois. Que tous les humains sont connectés au niveau de l'énergie. Qu'il y a une sorte de pensée globale qu'on pourrait assimiler à Dieu, qui nous enveloppe et qui nous donne une sorte de ligne directrice dans un but d'évolution. Mais je serais d'accord avec la théosophie sur le plan que je ne pense pas qu'on obtienne ce salut par autrui, et que ça c'est plutôt personnel. Donc sur ce point je suis d'accord. Le problème de la théosophie, c'est qu'elle s'est mélangée avec les courants maçonniques, les courants à l'époque la Golden Dawn, Aleister Crowley. L'aube dorée, d'accord. Ouais, exactement. Et du coup la théosophie est devenue très dangereuse et a malheureusement par-delà inspiré une partie du nazisme. Enfin, les théories raciales. Ça va plaire. Par une déformation des travaux de Blavatsky notamment, qui a parlé des races, pas au sens péjoratif, parce qu'elle ne parlait pas des races au sens les blancs, les noirs, etc. Elle parlait de races, d'espèces dans la quantité. En gros, nous sommes la 5e race aujourd'hui, tous les humains, et il y a eu la 4e qui était les Atlantes, la 3e qui était Mu, la 2e qui était etc. Donc elle ne parle pas de race au sens couleur de peau, elle parlait de race d'époque, et ça a été une déformation de la théosophie. D'accord. L'interprétation qu'ils en ont fait.
Alors, on me dit, avez-vous lu les écrits gnostiques retrouvés à Nag Hammadi en 45? Et si oui, pouvez-vous un peu développer ce que vous en pensez des différents angles de gnocnicisme, oh là j'ai du mal, comme celle des Cathares ou des Bogomiles? Alors, Nag Hammadi, j'ai survolé les écrits un peu en diagonale parce que je m'intéressais à l'histoire du Da Vinci Code et Rennes le Château à cette époque, j'y reviendrai après. Ouais, bah tiens, ouais, on va y revenir juste après. Et je vais rebondir avec les Cathares justement. Donc les Cathares et les Bogomiles. Alors je vais parler plus des Cathares parce que je connais moins les Bogomiles. Les Cathares, ce sont des chrétiens, déjà. Des chrétiens cathares et pas des chrétiens catholiques. Les Cathares, donc c'est une variante du christianisme qui apparaît vers 1200 environ dans le sud de la France, l'Occitanie, par rapport aux échanges, peut-être le retour des croisades, une petite ouverture de la culture à cette époque. Les Cathares voient une anomalie dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on a un Dieu qui punit, qui demande à Abraham d'égorger son fils en l'arrêtant juste à temps, et tout un tas de choses. Et on a le Nouveau Testament, on a un Dieu qui pardonne, l'amour de son prochain, voilà, une baffe, je t'en mets une baffe, je t'en mets une. Du coup, on a cette dissociation, pour les Cathares, c'est pas le même. C'est pas le même Dieu. Donc on a le Dieu du monde réel, donc de la terre, de l'Ancien Testament, qui est un Dieu punitif qu'ils associent au diable. Voilà. Sympa, d'accord. Ils associent au diable. Et pour eux, c'est le faux monde, l'enfer, c'est là. L'enfer, c'est la terre. Et le Nouveau Testament, qui est le vrai Dieu, le Dieu de la paix, de l'amour et tout un tas de choses, qui est dans l'au-delà. Enfin, dans le monde astral ou ce qu'on veut. Donc les Cathares ne prennent pas en compte l'Ancien Testament. Ils ne prennent pas la divinité de Jésus. Ils prennent Jésus comme un modèle, comme le Bouddha un peu. Et du coup, veulent eux-mêmes atteindre l'illumination par eux-mêmes. Donc ce sont des gnostiques. Même s'ils prennent les rites catholiques sur tout un tas de choses. Il y avait des femmes chez les Cathares. Les femmes pouvaient exécuter la prêtrise. Les prêtres n'étaient pas payés et vivaient dans la pauvreté, mais surtout ils travaillaient. C'est-à-dire qu'être prêtre ne dispensait pas de travailler. Ils ne prenaient pas également le fait de se reproduire. Pour les Cathares, ce monde était l'enfer, il n'y avait donc aucun intérêt de faire des enfants pour se reproduire. Ils pensaient que la vraie vie c'était après. Et que ici c'était un monde... Donc ils n'étaient pas destinés à se reproduire. Alors ils n'interdisaient pas de le faire. Ouais. Mais eux-mêmes, les prêtres cathares, ne le faisaient pas. Ou dans la plupart des cas, ne le faisaient pas. Parce que pour eux, c'était leur dernière incarnation. Ils croyaient à la réincarnation, du coup. Et ils pensaient que c'était leur dernière incarnation. Ils n'avaient aucun intérêt de prolonger la vie dans ce monde. Alors, les Cathares, ça apparaît, comme tu l'as précisé, dans le sud de la France, le sud de la France, dans le Languedoc. Région hautement mystique avec Rennes le Château, les Templiers, les Cathares. Alors, on va faire un parallèle pour aller à Rennes le Château. Et on va passer des Cathares aux Templiers, justement. Allons-y. Donc, les Cathares étaient, soi-disant, d'après certaines légendes, les garants du Saint Graal. Ouais. Saint Graal, on détaillera. C'est leur dernier bastion, le château de Montségur. Le château de Montségur, c'est dans l'Ariège, juste à côté de l'Aude, en pleine Occitanie, dans les montagnes, un joli château qui a été assiégé. Et nous n'avons jamais trouvé le secret des Cathares. Ils l'ont soi-disant caché dans une grotte pas très loin, d'après les mystiques. Passons un instant aux Templiers. Quand Philippe le Bel a ordonné l'exécution de tous les Templiers, il y a une commanderie qui a été épargnée dans le sud de la France, à environ 20 km au sud de Rennes-le-Château. Je n'aurais pu dire le nom exact, pour une raison très simple, c'est qu'un évêque près de Philippe le Bel était au courant, et il a prévenu son cousin qui était le Lord Commandeur de... Je me lance dans Game of Thrones, Lord Commandeur. Qui était le commandant de le maître de la commanderie. Du coup, il a été prévenu. Et cette commanderie a été évacuée, et certains convois ont été envoyés à cette commanderie avant. Donc, certains ont dit que le trésor des Templiers a circulé par là-bas. Venons-en maintenant à Rennes-le-Château, qui est au milieu de tout ça. Donc Rennes-le-Château, tout le monde connaît l'histoire un petit peu, j'imagine. Donc un curé, dans les années 1885, il arrive à Rennes-le-Château. Un petit curé de campagne qui est muté dans un petit bled de 200 habitants, il n'est pas content du tout. Mais c'était un vrai croyant, un homme fort, vigoureux, la foi dans l'âme. Il s'installe dans ce petit village. L'abbé Saunière. L'abbé Saunière, pour ceux qui ont lu Da Vinci Code. Donc il va, soi-disant, trouver un immense trésor. Il va se lancer dans des constructions pharaoniques. Il devient riche du jour au lendemain. C'est un fait, il devient riche. Il des fortunes absolument colossales. Voilà, il refait faire tout de suite écarté la théorie de trafic de mesques qui explique l'enrichissement. Parce que vu les millions qu'il a dépensés, ça ne tient pas la route 5 minutes, à mon sens. Passons sur la découverte du trésor. Il y a 3 options. Soit il a découvert un trésor matériel, en dur. Je n'y crois pas, c'est possible qu'il ait trouvé de la pièce, mais il n'a pas trouvé un trésor colossal. Pour une raison simple, sinon on trouverait les pièces sur le marché noir aujourd'hui. Deuxième cas, il a trouvé un secret. Si ce secret était très très important, des gens ont pu le financer pour le révéler
ou pour ne pas le révéler. On peut payer quelqu'un pour les deux cas. Moi, je penserais pour la deuxième théorie, on l'a payé pour qu'il ne le divulgue pas, mais la Bessonnière, qui est devenue profondément athée après ces événements-là, sa foi a dû être remise en cause parce qu'il a trouvé. Certains ont parlé du corps du Christ, certains ont parlé du corps de Marie-Madeleine, certains ont parlé de la descendance du Christ, tout un tas de théories possibles. Certains ont dit que c'était le Saint Graal, théorie du Da Vinci Code. Le problème, c'est qu'on est aussi à 20 km de Montségur, trésor des Cathares, on est à 20 km de la commanderie des Templiers qui a échappé au massacre, donc on se retrouve avec tous ces trésors, trésor templier, trésor du Saint Graal, trésor cathare, le mystère de la Bessonnière, le mythe de Jésus, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui est Sainte Marie de la Mer, c'est juste à côté. Et soi-disant arrivé en France dans les mêmes périodes. Exactement. Et il est tout à fait possible qu'elle soit enterrée dans ce secteur. Tout à fait. Et du coup, tout d'un coup, on a cette église toute bizarre qui apparaît avec tout un symbolisme étrange à l'intérieur. Symbolisme qui peut être pour certains maçonnique, kabbalistique, religieux, avec des hérésies absolues au niveau de la religion, notamment deux enfants Jésus, un dans les bras de Joseph, un dans les bras de Marie, qui se font face, deux Christ. On a la crucifixion du Christ de nuit, on voit la lune en fait sur le 4, ce qui est absolument interdit dans la religion chrétienne. On a également Marie-Madeleine qui pleure devant la croix, et on a la croix qui fait des bourgeons, qui germent, comme si une nouvelle vie germait de la robe. Ça a inspiré tout un tas de choses, et ça l'inspirera longtemps encore. Mais c'est une terre de légende, c'est une terre où tout est là-bas. Allez-y, visitez cet endroit, c'est magnifique, et les gens sont super sympas en plus, et c'est ressourçant énergétiquement comme endroit. Non, parce qu'il y a quand même... bon, j'ai lu différents ouvrages là-dessus, et ceux qui ont fait des recherches se sont aperçus qu'effectivement, à l'époque où on pense que Marie-Madeleine, voilà, elle fut venue dans ce coin-là, il y a bien une liaison commerciale qui existait entre Saint-Jean d'Acre et Sainte-Marie de la Mer. Tout à fait. Et si on voulait venir en France à l'époque, il n'y avait que deux destinations possibles dans le sud, c'était Marseille et Sainte-Marie de la Mer. C'est marrant. Il y avait Massalia, bien sûr, puis il y avait plusieurs, enfin la Narbonnaise, Narbonne notamment. Mais oui, il y avait des communions. Pour fuir les Romains, c'est tout à fait possible. Oui, voilà, parce que beaucoup de témoignages qui décrivent cette femme qui arrive avec un enfant dans les bras. Oui, après, bon, il y a des sources qu'il faut nuancer, mais notamment, on parlait de Nag Hammadi tout à l'heure, les évangiles apocryphes, pardon. On trouve quelques petites choses intéressantes, notamment l'évangile de Marie-Madeleine. Bah, les catholiques, toujours, eux, donnent explication que comment dire, que en fait, Clotilde et Clovis, donc... la lignée des Mérovingiens, voilà, le Saint Graal, le Saint Gréal, voilà, ce serait de cette lignée. La ligne royale. Alors, qu'est-ce que t'en penses? La ligne royale, bah déjà, parler du Saint Graal à l'instant. Donc la théorie du sang divin, oui, je trouve ça logique, puisque la royauté de France à cette époque était basée sur un fait divin. C'est vrai, le roi était représentant d'une certaine façon de Dieu sur Terre. Et hop, on vient aux Celtes ici. Le Noride, le roi. Toujours pareil, la religion, le roi. C'est un lien fort et c'est une union. L'État n'existe pas sans les deux. Donc le principe du sang royal, du sang gréal pour le Saint Graal, oui, ça me parle totalement. J'adhère complètement à cette théorie-là, pour le sang gréal, pas pour la coupe. Après que Marie-Madeleine soit arrivée en France, oui, ça, c'est quasiment sûr. Qu'elle soit enterrée dans la région, oui, c'est quasiment sûr. Qu'elle était enceinte de Jésus, c'est possible. Il n'y a rien qui le prouve, il n'y a rien qui prouve le contraire. D'officiel, je veux dire. Rien ne l'interdit. Et s'il avait une descendance? Et s'il avait une descendance, ça ne change rien aujourd'hui. En tout cas, il est possible qu'elle ait... Le fils de Jésus, ce serait une superstar. Oui, mais ça ne change rien sur le plan que déjà, on ne pourra jamais le prouver parce qu'on n'a pas le corps de Jésus. Déjà, donc on ne pourra pas le prouver en ADN et puis de toute façon, on le cachera si on le trouve. Pas. Mais qu'elle soit enterrée, moi je ne crois pas que Jésus soit enterré ici, je crois que plutôt Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, ça ne me semblerait pas incohérent. Et oui, ce serait ça le secret, ça serait que oui, le Christ a eu un enfant et ça a pu remettre en cause la foi de la Bessonnière. Peut-être que cette descendance, elle a été protégée, on ne sait pas. Ouais, mais il n'y a rien qui l'atteste. Il n'y a rien qui va contre, mais rien ne l'atteste. C'est beau, c'est un joli mythe, encore une fois, qui est sûrement inspiré de faits réels. Mais... Alors, on me dit, bah tiens, connais-tu Blavatsky, t'en as parlé, Heindel, Jan van Reichenbroek, Catharose de Petri, Isha et Racheller de Lubitsch, Julius Evola, là il me sort toute sa science, Gurdjieff, Louis-Claude de Saint-Martin, pardon. Alors, ils ne me disent rien du tout. Rien du tout. Bon, rien du tout. À part Blavatsky. Oui. Ok. Alors, oserais-je vous demander oserais-je vous demander si vous côtoyez un groupe ésotérique? Personnellement, moi je suis de la Rose Croix d'Or, il me dit. La fin, je n'ai pas entendu, personnellement. Lui, il est de la Rose Croix d'Or ou Lectorium Rosicrucianum. Alors,
En fait, On a des... Attention. ça a été une base de recherche à une époque. Je m'y suis intéressé, déjà par moi, parce que j'étais curieux de connaître, et en fait, pas forcément pour adhérer, mais parce que j'avais envie d'aller voir. Et du coup, en fait, j'ai eu toute une période où j'ai été dans, notamment des cercles druidiques en Bretagne, la Gorset d'Igor de Bretagne, courant druidique officiel de Bretagne, puis d'autres cercles, Covel-Vican. J'ai été un peu partout en fait, par curiosité et pas sans m'en cacher d'ailleurs. Donc j'ai été voir, oui. Je pense qu'il faut aller voir pour connaître. C'est facile de critiquer sans aller voir. Alors on me dit que toutes ces anciennes civilisations semblent être obsédées par l'astronomie, Ouais. comme s'ils craignaient les astres. Était-ce un souvenir traumatique d'une catastrophe venant du ciel et des astres? Oui, la fameuse théorie alors, je pense, grimaudienne. je pense, oui, sur un plan, c'est que de toute façon, toute leur construction est basée sur Sur les astres, oui. Ouais, Par exemple, la pyramide qui n'est pas expliquée par Jacques Grimaud, le plateau de Gizeh, les 3 pyramides du plateau de Gizeh, représentent les 3 étoiles d'Orion. Au niveau de leur décalage est équivalent aux 3 étoiles. Mais surtout, les 2 courants de la chambre du roi et de la chambre de la reine montrent l'étoile Sirius dans l'une parfaitement, à une certaine date bien sûr, et une autre montre une autre étoile qui se trouve dans la constellation, je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai plus. Mais il faut savoir que Orion représentait Osiris aussi pour les Égyptiens, donc c'est le dieu le plus important avant. Mais oui, tout est astronomique, bien sûr. Et pas astrologique, astronomique. Surtout. Astronomique. Alors, petite question. Si le christianisme est quasiment un copier-coller de la tradition égyptienne, et si la franc-maçonnerie s'en a aussi directement inspiré, De la comment Kabbale. expliquez-vous l'affrontement entre ces 2 camps? C'est un affrontement d'époque déjà. En fait, la franc-maçonnerie, il en existe une qui est catholique déjà. Il existe une franc-maçonnerie, on parle de franc-maçonnerie blanche et franc-maçonnerie rouge, à une époque, avant la laïcité de la France en 1905, le début de la maçonnerie en 1800, pourrait-on dire, la franc-maçonnerie est profondément chrétienne, à la base. Elle est devenue athée après. Alors, Parce qu'on est obligé de croire à quelque chose pour entrer en maçonnerie, il me semble. Ouais, ça dépend des loges. Alors, je ne suis pas un expert dans la maçonnerie, très loin de là. Mais pour la plupart du temps, il faut croire au grand architecte de l'univers ou avoir une croyance autre. Mais il y a des loges qui sont athées. Mais je n'ai jamais été dans une loge maçonnique, déjà personnellement. Et je n'ai pas côtoyé directement de maçons, du moins je ne le savais pas. Donc loin de moi de trop interpréter sur les maçons. D'accord. Alors on me dit pourquoi depuis toujours l'or était tant convoité, alors que quand on y pense, il y avait peu de chances qu'on en découvre par hasard, et où d'ailleurs, à part dans les rivières, en creusant des mines, comment cette matière est devenue si convoitée, et surtout pourquoi faire réellement dès les plus vieux âges? Voilà. Alors, il y a une théorie Zichtine qui dit que les Anunnaki nous ont transformés pour qu'on travaille et qu'on extracte l'or car ils en avaient besoin. Vous en avez besoin pour réchauffer leur planète. Il y a cette théorie-là. L'or a un côté envoûtant qu'on ne peut pas nier quand on le voit. Et il est possible que ce métal jaune comme le soleil nous ait inspiré. Parce que c'est le métal qui ressemble au soleil. Le soleil, c'est le salut, c'est la vie. Rien ne pousse sans soleil. C'est la lumière. Et même les peuples antiques, ils se sont bien rendus compte que cette boule de feu qui flotte, c'était très important. Et donc l'or, c'est la représentation terrestre du soleil. Mais l'or, on s'en servait alors dans les civilisations anciennes, évidemment, pour les bijoux et les parures. Mais c'était quoi ce côté prestigieux, quoi? Parce que l'or, c'est quand même... C'était déjà plus dur à trouver que d'autres métaux, enfin, sauf en Amérique du Sud, où il y en avait partout, mais du coup, il y en avait partout. En Afrique aussi, apparemment, en Mali, beaucoup. Ouais, apparemment. De toute façon, les grandes mines d'or d'Afrique, c'est connu. Mais dans les autres pays, oui, c'était la rareté du métal, bien sûr, et surtout la représentation solaire, quoi. D'ailleurs, tu connais, puisqu'on est dans les mythes, le mythe de Kanka-Moussa qui va faire son pèlerinage à la Mecque et qui distribue l'or comme... Voilà, il fait même créer une inflation, je crois, qui durera plusieurs années après son passage à cause de la quantité d'or. C'est l'alchimie, la transmutation. Alors, en alchimie, à la base, on parle la pierre philosophale, transformer le plomb en or. Le plomb, comprenez n'importe quel métal en réalité, en or. Mais ça, c'est une représentation de l'humain. C'est comment l'être de plomb devient en or. C'est gnostique l'alchimie, pareil toujours. Alors oui, changer le plomb en or, c'est sûrement très intéressant, mais je crois plus que les alchimistes voulaient changer l'âme.
D'accord, mais on voit une expérience par contre de Patrick Rivière qui fait Ah vraiment oui, non, le mais plomb en or. moi j'ai vu quelques... Étonnante d'ailleurs. Bah, déjà très, parce très qu'il y a un étonnant. pourcentage d'or dans les métaux, et il semblerait, c'est les théories de Bah lui en tout cas il fait Fulcanelli. sortir l'or, hein, vraiment. Ouais. Ouais, complètement. D'ailleurs ils vont après dans un laboratoire, parce que c'est une équipe de télé, c'est France 3, je sais plus, et puis ils analysent l'or, et puis on leur dit tout à fait. oui, Mais il y a c'est eu- bien de ouais, l'or, tout il y a à fait. tant de fusion, alors c'est marrant qu'ils lui disent, parce que alors, les journalistes lui disent, oui mais cette or-là, il est issu donc d'une fusion qu'on a vue, qui a été réalisée pendant plusieurs jours. Et le laboratoire dit, écoutez, si là, ce que vous montrez de l'or, c'est que l'or était là au départ. Oui, c'est ce que la réponse habituelle. Je trouve ça un peu C'est bizarre, simpliste. parce que c'est un peu simpliste, C'est simpliste. parce que la quantité d'or, c'est une énorme pépite qui Mais- coûterait un prix mais phénoménal. Je ne vois pas le... Va plus loin. Imagine-toi qu'on puisse créer de l'or. Ah ben, C'est foutu. c'est foutu. Tout est foutu. D'ailleurs, la fameuse histoire aussi, puisqu'on est dans les mythes toujours, avec la porcelaine qui aurait été donnée donc à l'empereur de Chine, d'un alchimiste justement à qui on lui disait je veux savoir la recette de l'or, etc. Puis il a dit écoute, je vais pas te donner de l'or, mais je vais faire de toi quelqu'un de riche. Et il lui a donné la recette de la Mais porcelaine, on a même... qui est resté longtemps un secret chinois. hein. Et dans le mythe minoen, on a la transmutation en or. On l'a avec le roi Minos. Tout ce qu'il touchait devenait or. On a l'alchimie, on en parle depuis toujours, pas avec le même mot, mais la transmutation en or de l'individu ou de métaux, on en a toujours parlé. Crésus aussi, certainement, les légendes autour du Ouais, personnage. Crésus, c'est plutôt parce que c'était un Romain extrêmement riche, avide de pouvoir, un grand commerçant, qui fait que c'est devenu, à son époque, il n'est pas très aimé. De ce fait, ça resté dans les mémoires comme une sorte de traumatisme. C'est comme Machiavel. Être machiavélique, c'est qu'il a tellement traumatisé les gens à son époque que c'est resté. D'accord. Alors, on me dit aussi, certains auteurs affirment que l'Inde est le berceau de la civilisation. Sa culture védique remonte au moins à 7000 ans avant Jésus-Christ et les hindous semblaient s'intéresser aux mêmes étoiles et constellations que les anciens égyptiens, tout en soulignant que le dieu indien Varuna, le dieu égyptien Osiris et le dieu grec Ouranos ont pour symbole Orion. Oui, je suis d'accord. On parle tout le temps des Indo-Européens et je pense que nous venons de là-bas, oui, clairement. Je serais partisan que ça serait le vrai berceau de l'humanité. L'Inde, un pays. Le vrai berceau de l'humain, pas la civilisation. Mais je n'ai rien. D'ailleurs, je suis très intéressé s'il y a des informations à m'envoyer sur ça. D'accord. Parce que j'ai rien sur un mythe premier indien. Alors, que pensez-vous du fait que les générations d'aujourd'hui sont plus grandes que les générations d'hier? Cela pourrait répondre à la question des géants. Ne serait-elle pas qu'un cycle, finalement? Ouais. C'est une idée intéressante. En fait, notre évolution de société fait qu'on a moins de contraintes physiques, qui fait que scientifiquement on s'agrandit. Bon, jusque-là, c'est assez crédible. Mais ce qui pourrait expliquer que quand on atteint un stade d'évolution développé, on soit plus grand. Donc, imaginons 2 mètres. Et puis, quand il y aura un nouveau cataclysme, un nouveau déluge, on redeviendra petit. Mais oui, je serais assez d'accord. Alors, on me dit, que pensez-vous des radiations et du trou noir visible de l'espace en provenance de la pierre noire de la Kaaba? Ah bon? Alors là, je ne connais pas du tout. Bah, moi non plus. Je connais la Kaaba, mais... je ne sais pas qu'il y avait un trou noir. Ça paraît bizarre. Si vous portez votre regard vers le futur, que pensez-vous du rôle des machines et de l'intelligence artificielle dans nos sociétés? Alors, je vais me permettre un petit écart de science-fiction pour la question. Il y a une série télé qui est super intéressante, c'est Battlestar Galactica. Regardez comme c'est pas réaliste, mais pour ceux qui connaissent, les Cylons, vous l'avez vu? Je connais vite fait. Donc en gros, il y a des cyborgs qui ont l'apparence humaine, ils ressemblent à des humains, ils ressentent à peu près tout comme les humains, ils sont constitués à peu près comme les humains. On ne peut pas les différencier d'un humain. Bon voilà. Un jour, ça sera ça. Pourquoi pas? Je sais pas, c'est la science-fiction après, mais oui, pourquoi pas? Oui, on verra dans 200 ans. D'accord. Alors on me dit, que pense, comment dire, l'invité, oui, vous pouvez l'appeler par son nom quand même, du Québécois de 15 ans qui a découvert la nouvelle cité Maya jusqu'à la méconnue. Alors bon, t'en as pas un peu parlé tout à l'heure, mais... Alors, j'en ai pas, moi j'ai pas fait de recherche, mais c'est celui que je te parlais, Quentin Leplat, qui a fait des recherches là-dessus, il a fait une petite vidéo. J'ai pas eu le temps de la regarder, donc voilà, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, si ce n'est que le mieux c'est d'aller voir. Hein. D'accord. C'est très simple, on a un gamin de 15 ans, tout respect pour lui, qui trouve une cité Maya, on nous balance ça dans tous les médias. 2 jours plus tard, toute la communauté scientifique répond, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est faux. Mais allez voir. Pourquoi parler d'un truc? Parce que là, il y a plein de... Il y a énormément d'articles qui sont sortis, c'est faux, ils ont hurlé que c'était de l'escroquerie. C'est à 3 jours de marche en forêt pour une équipe. C'est bon, quoi, ils devraient déjà y être, quoi.
Alors après, ils y sont peut-être déjà. Ça, c'est la théorie sur le sphinx. On a parlé un petit peu religion et mysticisme. On va parler un petit peu d'Edgar Cayce. Edgar Cayce, c'était un voyant dans les années 50, assez connu, réputé génialissime. Et cet homme, qui a fait beaucoup de prophéties diverses et variées, qui pouvait rentrer en contact avec les Atlantes, soi-disant, a dit que le secret de l'Atlantide se trouverait sous le sphinx. En dessous. Cavité sous le sphinx, on le sait. Ah oui, il y a une cavité sous le sphinx, ça a été repéré. J'ai vu des Japonais qui avaient fait des sondes. Seulement, il y a 3 options. Première option, pourquoi on ne l'ouvre pas? Deuxième option, est-ce qu'on l'a pas déjà ouvert en réalité? Et troisième option, si on a trouvé quelque chose, on ne nous l'a pas dit. Puis il y a le fameux Zahi Hawass, qui n'est plus visiblement responsable du plateau de Gizeh. Mais c'était le monsieur qui quand même avait donné, on peut dire, l'autorisation de tout ce qui était comme fouille archéologique en Égypte. C'était le monsieur égyptologie. Mais il y a un problème flagrant avec les pyramides. C'est que si jamais c'est une civilisation antédiluvienne qui a fait les pyramides et le sphinx, imagine, c'est pas les Égyptiens. Donc on leur enlève leur plus grande fierté. C'est horrible. C'est comme si nous, on nous disait, en fait... Ah bah la Tour Eiffel, c'est pas fou, il y a Notre-Dame non plus. Ou même un truc plus flagrant, imaginons un truc énorme, on nous dise, je sais pas, Napoléon Bonaparte, maintenant, il n'a pas conquis l'Europe, en fait, du coup, il est resté en Bruxelles, il s'est fait prendre une peignée à Bruxelles, et puis, non, désolé, vous n'avez pas conquis l'Europe. Bah, voilà. Bah non, on n'est pas fiers. Du coup, on peut comprendre sa position. De protéger. Moi, je comprends tous les Égyptiens. C'est comme si demain, on va dire aux Péruviens, en fait, le Machu Picchu, c'est pas vous. Parce qu'ils réfutent absolument en Égypte tous les archéologues qui amènent une théorie un peu contradictoire. Ils n'aiment pas du tout. Globalement, tout le monde, même ceux qui sont d'accord. Donc. Mais le gouvernement égyptien, c'est vrai qu'ils n'aiment pas ça non plus. Mais c'est vrai que globalement, non, ils n'ont aucune envie de faire évoluer l'histoire. Ils n'ont pas le désir, c'est pas intéressant. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que depuis qu'il y avait ce fameux géologue de l'université de Boston qui avait fait des relevés autour du Sphinx, qui nous a dit que le Sphinx était plus âgé à cause de l'érosion. Puis surtout de son alignement aux astres. Oui, pareil. Son alignement aux astres et l'érosion en fait. Oui, c'était un alignement à la base. Parce que l'érosion montrait des traces d'eau de pluie tropicale. Visiblement, mais la tête a été refaite, visiblement, c'est ce qu'il explique. Et comme par hasard, c'est vrai qu'après ces relevés, que l'Égypte a trouvé en disant oui, c'est un peu n'importe quoi, etc. Par contre, ils ont refait des travaux, et donc ces rigoles-là, en fait, cette preuve-là va disparaître bientôt. Elle a déjà mais de toute façon, fortement disparu. Au fur et à mesure, quand j'étais en Crète sur les sites minoens, tout est reconstruit. On reconstruit tout au fur et à mesure. Ben oui, mais on détruit plus ou moins ce qui se passait réellement. On cache. Pareil. Ce qui va donner de l'eau au moulin de tous ceux qui remettent en cause après les théories en disant mais c'est faux, c'est faux. Mais un jour, quelqu'un va trouver une des cités perdues. Cités perdues, citons quelques-unes. Il y a Kitej en Sibérie, un mythe russe d'une cité disparue, on verra. Il y a Tartessos en Espagne, sud de l'Espagne, soi-disant cité de l'Atlantide, sud de l'Espagne, on trouvera bien un jour. Il y a les cités d'Amérique du Sud, bien sûr, Paititi, Vilcabamba, Akator et d'autres. On a Agartha, la cité de la Terre creuse pour l'Inde. On a Shambhala au Tibet. On a 20 ou 30 cités disparues partout dans le monde. Is pour les Bretons. Les Bretons, il faut fouiller. Et un jour, on en trouvera une, puis ça mettra tout le monde d'accord. Ça viendra. Bon, j'espère bien. On arrive à la fin. Écoute, merci beaucoup, merci Ludo, d'être venu. Écoute, pas de souci. Tu es le bienvenu ici. Je pense que les métanautes aussi apprécieront. Même si là, c'est l'heure où ils se transforment en trolls en général à cette heure-là. Mais bon, on les aime bien quand même. Et puis, on se rejoint pour nous, normalement lundi, si tout va bien. Si le monde reste en place, s'il n'y a pas de déluge d'ici là, on va dire. Qui viennent pas pour nous bouffer. Et pas d'Anunnaki, surtout pas d'Anunnaki. Restez tranquille ce week-end pour qu'on puisse revenir lundi. Grand bonjour, au revoir plutôt à la régie, grand au revoir au modérateur, et évidemment grand au revoir aux métanautes. Et vous savez que je n'aurai qu'une parole pour vous à la fin, c'est que si vous écoutez ce message, et forcément que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.